C'est le jeu politique. Merci beaucoup pour ces explications. Alors maintenant, on va se tourner vers l'amiral Debray qui va nous rappeler les principes. L'amiral Debray qui connaît bien les principes du général de Gaulle sur l'unité nationale va nous les rappeler pour remettre en contexte. Merci de me donner la parole. Puisque le nom du général a été prononcé, je vais vous dire très, très rapidement ce qu'il a dit lui-même le 8 janvier 1958, lorsqu'il venait d'être élu président de la République française, quand il a reçu le collier de grand maître de la Légion d'honneur. Je ne vais pas imiter sa voix, mais vous reconnaîtrez les mots. « Destin de la France !» point d'exclamation. Ces mots évoquent l'héritage du passé, les obligations du présent et l'espoir de l'avenir. Voilà, il se place immédiatement dans une continuité et sans désespérer de l'avenir de la France, en janvier 58. Alors depuis ce temps-là, nous avons vu des tas de choses fort désagréables, fort déplaisantes. Ça a commencé, pour être bref, par l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne sous la présidence du président Pompidou, à la suite d'un référendum qui a été fort peu suivi par l'électorat. Si je me rappelle bien, il n'y avait même pas 50% de participation. Et donc, un référendum français est à l'origine de la présence de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne depuis cette date et jusqu'à on ne sait pas quand. Après ça, il y a eu la présidence du président Giscard d'Estaing, où vraiment, là, la servilité à l'égard de tout ce qui est états-unien a été manifeste d'année en année. Ça s'est aggravé sous les deux présidences Mitterrand, ça s'est complètement détérioré sous la présidence Chirac, qui a vu le début du retour de la France dans les instances de l'autorité dans l'organisation du traité de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Et c'est le président Sarkozy qui a achevé tout ça en remettant les forces françaises et des militaires français dans la dépendance directe, effective de l'OTAN, en se gobergeant de titres ronflants comme commandant de la doctrine de l'OTAN, des histoires comme ça. Tâche que poursuit avec acharnement et fidélité le président Hollande. Donc, nous sommes à la fin d'un processus extrêmement long, au cours duquel la France, que le général de Gaulle avait retiré des organismes intégrés de l'OTAN, y est complètement rentrée. Nous pouvons voir, à partir de maintenant, du jour au lendemain, des unités militaires étrangères revenir s'installer en France sous commandement étranger. Nous pouvons voir des unités françaises agir en France ou hors de France sous commandement étranger, ceci de la façon la plus légitime, puisque ce sont nos gouvernants qui nous ont remis dans cette situation. Ceci existe simultanément avec, Dieu merci, et grâce au général de Gaulle, l'existence de la force nationale française de dissuasion. Je ne vais pas vous refaire un cours de dissuasion telle que les Français la pratiquent. Nous possédons l'arme nucléaire justement pour n'avoir jamais à nous en servir. C'est ça qu'il faut bien mettre dans la tête des gens de bonne volonté, dont la France est pleine. Si nous maintenons coûte que coûte, et actuellement c'est extrêmement méritoire vu l'environnement mental des élites qui nous gouvernent, nous conservons, nous avons cette arme, nous en avons la disposition pleine et entière. L'arme est toujours aussi efficace, la chaîne de commandement est toujours aussi préservée et aussi 100% française. Dieu veuille que cela dure. Ceci, c'est justement pour que l'arme ne soit jamais utilisée par personne, si possible, et en tout cas pas contre nous. Voilà. Alors, les gens qui veulent faire... Les gens qui veulent faire du sentiment en disant que c'est très mal d'avoir une arme aussi épouvantable, libre à eux, mais je maintiens, je répète, et j'ai eu l'honneur de le dire très récemment à un dirigeant iranien
qui est l'ancien président de la République iranienne, qui va se représenter en mai prochain, lui aussi, à l'élection présidentielle iranienne, et où, en bon iranien d'aujourd'hui, la main sur le cœur, il disait « Notre religion nous interdit d'avoir des armes de destruction massive, etc. » Mais j'ai eu le plaisir et l'honneur de lui dire, en face à face, ce que c'était que la dissuasion du faible au fort, et que c'était justement pour que l'arme ne soit jamais utilisée qu'il fallait la posséder. J'espère qu'il sera réélu et qu'il en tiendra compte. Enfin, c'est son problème, c'est pas le mien. Voilà. Alors donc, nous sommes arrivés à cet endroit. Nos forces non nucléaires, vous le savez, sont pour l'essentiel un porte-avions qui marche remarquablement, mais qui a propulsion nucléaire et qui donc, c'est la loi du genre, a besoin périodiquement, quelle que soit la périodicité, d'avoir de longs arrêts pour des raisons techniques. Donc le bon sens, si ça existe encore, voudrait que nous disposions de 2 navires comme cela. Nous n'en avons qu'un. Nos gouvernants actuels n'auront jamais le courage d'annoncer publiquement qu'on relance la fabrication d'un deuxième. Vous avez assisté comme moi à ce qui s'est dit ces jours-ci sur les chantiers de Saint-Nazaire. Il faut quand même bien avoir à l'esprit que si par hasard la compétence française en construction navale disparaissait à Saint-Nazaire, nous ne serions même plus capables de refaire, avec nos propres moyens, un porte-avions nucléaire. Que ce soit un unique ou un deuxième, nous nous priverions nous-mêmes de tout ça. Vous avez également entendu parler dans la presse de cette triste histoire de l'armement individuel des fantassins français qui ne va même plus être fabriqué en France. Et ceci n'est pas une calamité qui tombe du ciel, c'est parce que nous avons déjà préalablement abandonné nous-mêmes, sans que personne nous le demande, la capacité toute simple de fabriquer des munitions de petit calibre. Alors comme nous ne savons même plus fabriquer nous-mêmes nos munitions de petit calibre, eh bien on a abandonné aussi la volonté d'avoir nous-mêmes un armement français pour nos forces de maintien de l'ordre, de guerre à pied, ça existe encore, la guerre à pied. Et puis, des politiques mal réfléchies et mal conduites de sanctions ou de participation à des sanctions à l'égard de telle ou telle puissance étrangère ont fait que des bâtiments de guerre relativement importants qu'on avait vendus à la Russie, ce qui était tout à fait inespéré, et une chance, étaient annulés pour complaire à certains autres pays étrangers. On s'est privé de ce marché. On s'épuise à vouloir vendre des Rafales. Alors là, au passage, je vous dis qu'actuellement, le meilleur avion de guerre du monde, c'est le Rafale. Parce que les autres, qui étaient ses concurrents pendant les longues années qui viennent de se passer, les uns après les autres, n'ayant pas connu l'essor du Rafale, sont devenus soit trop chers, soit périmés, soit trop complexes. Et le Rafale, pendant ce temps-là, a poursuivi une carrière bien conduite, mais malheureusement sans que les résultats à l'exportation soient ce qu'on aurait pu vouloir. Donc nous courons désespérément à la poursuite de marchés en Arabie Saoudite, au Qatar, à Bahreïn, en Inde, avec un succès relatif. J'espère de tout mon cœur que les Indiens vont quand même en acheter quelques-uns. Mais je vous dis, entre Français, que actuellement, au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur avion de guerre du monde, pour le prix qu'il coûte. Et alors, juste un instant, je pensais à une autre chose en matière d'aviation. Oui, ça me fait penser que quand la Pologne a eu à sa grande joie le droit d'entrer dans l'Union européenne, elle y est entrée, et immédiatement, alors qu'elle avait un gros marché d'armement à réaliser, ils ont acheté des F-16 américains. Curieuse façon d'entrer dans une Union européenne où il y avait des avions français à acheter. Les Polonais ont acheté des F-16 immédiatement. Et ces jours-ci, vous avez dû le voir, c'est très récent, alors qu'ils avaient déjà lancé une commande d'hélicoptères français, ils sont en train d'annuler la commande d'hélicoptères française pour acheter des hélicoptères américains. Je passe ça en vitesse pour vous dire, voilà ce que c'est d'être dans une Union européenne où on signe, ensuite on exécute on est soumis à des exigences qu'on ne peut pas refuser parce qu'on a signé telle ou telle chose.
Voilà, c'était un peu l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Vous avez vu qu'on a parcouru un panorama rapide de la dissuasion nucléaire jusqu'à l'armement des fantassins. Mais je voudrais vous dire quand même, pour que nous conservions l'espoir, un petit truc que j'ai trouvé toujours en 1956. Alors, ceux d'entre nous qui sont plus jeunes, qui sont moins jeunes que les plus jeunes d'aujourd'hui, se rappelleront qu'en 1956, le général de Gaulle n'avait plus aucun espoir de revenir au pouvoir. Il avait été obligé de dissoudre le RPF peu de temps avant. Tout se passait mal. La 4e République avait des problèmes terribles avec l'Algérie, etc. Et Jean Dutour, quelques-uns, les moins jeunes d'entre nous se rappellent le nom de Jean Dutour, s'était permis de dire qu'il décrivait le général de Gaulle plus comme un dinosaure issu du Crétacé que comme un personnage de l'histoire de France. Et le général lui aurait répondu, je ne peux pas quand même mettre ma main au feu, le général lui aurait répondu « Dutour, la France, vous verrez dans 300 ans ».